Donc, un corps clérical controversé, les Ibernois en France au XVIIe et XVIIIe siècle. L'Irlande n'a jamais vraiment été au centre des préoccupations européennes. Montaigne affirme que les Irlandais vont tout nus sous un ciel si froid, et on apprend dans les éditions savantes qu'il emprunte de l'enseignement à Tacite sans forcément avoir vérifié si les choses avaient éventuellement changé depuis cette époque-là. Le Tasse, je l'ai dit, dépeint les Irlandais dans la Jérusalem libérée, rassemblés pour la première croisade comme de véritables sauvages. Vous avez là les quelques vers, la traduction des quelques vers qui la consacrent. Les Anglais, dit-il, ont amené des hommes venus, obligés ou incités beaucoup d'habitants de l'île à partir, mais le flux devient plus fort à partir du traité de Limerick, et je dirais aussi qu'on voit se mettre en place un certain nombre de structures d'accueil en France et en d'autres pays qui n'avaient pas existé auparavant. Alors, les militaires de la brigade irlandaise apportent un renfort parfois important à l'armée royale, jouant un grand rôle dans la victoire de Fontenoy en 1745, par exemple, et quand cette brigade sera dissoute seulement à la Révolution. Les marchands irlandais qui suivront les soldats s'intégreront bien aussi. Ils s'installent le long de la façade atlantique de l'Europe, de Saint-Malo à Cadix, et même au nord jusqu'en Suède à Göteborg. Le commerce du vin les attire particulièrement, et il existe encore aujourd'hui quelques crus réputés du Bordelais qui portent la trace de la famille, du nom de la famille irlandaise qui était propriétaire autrefois de ces terres, Léonie Barton par exemple, ou Félan Ségur, entre autres. Le cognac Hennessy, c'est un peu la même chose. Le premier Hennessy, c'était un militaire irlandais qui avait donc rallié la brigade irlandaise de l'armée de Louis, en l'occurrence Louis XV, je crois. Donc, pour deux catégories d'émigrés, on pourrait dire globalement que les choses se passent plutôt bien. C'est le cas notamment des militaires qui entrent dans une structure qui est prédéfinie, qui est mise en place par le traité de Limerick à la fin du XVIIe siècle. Il existe d'ailleurs des régiments irlandais dans les armées du roi d'Espagne aussi. Et pour les commerçants, les marchands, évidemment, c'est une histoire plus variable et plus compliquée, mais on peut estimer, quand on voit la place prise par les Irlandais dans la vie commerciale de Bordeaux ou de Nantes, que globalement, la transition s'est faite d'une façon plutôt correcte. Alors, l'intégration des hommes de la troisième catégorie, ce clergé ibernois que j'ai déjà nommé, a souvent posé problème. Il faut dire d'abord que les religieux irlandais étaient nombreux. Les premières vagues d'émigrés, sous le règne d'Élisabeth Ier, semblent avoir été souvent bien accueillis en France. En France, on voit en eux des coreligionnaires persécutés et réduits à la misère. En 1620, le testament de l'évêque de Tournai, à la frontière entre la France et la Flandre, prévoit des legs importants pour les Irlandais de la vie. Ils sont recommandés au chapitre de la cathédrale comme aux échevins, parce qu'ils sont, dit-il dans son testament, vraiment pauvres et,
je cite, ils ont quitté pour la foi leur pays, cousinage et commodité. Dans les milieux pieux, d'ailleurs, ce sentiment de solidarité avec le clergé irlandais, séminaristes et clergé irlandais, ne va jamais complètement s'effacer. Qui sont alors exactement ces Iberois? La répression ecclésiastique pratiquée en Irlande était à géométrie variable. Contrairement aux moines et aux jésuites, pour chasser systématiquement, le clergé paroissial vivait plutôt dans l'incertitude, tantôt toléré, tantôt persécuté et pourchassé. Les évêques vivaient souvent dans une clandestinité partielle ou totale. Surtout, et c'était le point essentiel pour la fuite des jeunes séminaristes, surtout aucun séminaire ni autre lieu de formation du clergé catholique ne pouvait être établi sur le sol irlandais. D'où donc l'existence de cette catégorie particulière d'émigrés. Dans les royaumes catholiques d'Europe se crée progressivement, à partir du XVIIe siècle, un réseau de séminaires irlandais pour former des prêtres. Ces séminaires sont à Salamanque, à Lisbonne, à Louvain ou à Bordeaux, même à Prague ou en Pologne. On en dénombre une trentaine en tout. Le séminaire le plus important est celui de Paris, qui prendra tardivement le nom de Collège des Irlandais et dont les derniers locaux sont situés. Là. Je suis allé plus loin. Donc ici, il faut remonter à l'arrière. Voilà. Alors je voulais remonter encore plus. Voilà. Donc les derniers locaux du collège irlandais sont situés à ce qui s'appelait à l'époque rue du Cheval Vert et qui s'appelle aujourd'hui la rue des Irlandais. Et on peut dire que ces locaux, ces bâtiments sont toujours affectés à des. On garde toujours gardé en tout cas le lien avec l'Irlande, puisque c'est encore aujourd'hui le siège du centre culturel irlandais à Paris. Donc une trentaine de séminaires, c'est beaucoup. Et il fallait voyager loin pour atteindre certains d'entre eux, comme par exemple Prague, où il y a aussi une rue des Irlandais, que j'ai vue il y a quelques années, ou en Pologne. Il s'agit donc d'un projet de formation du clergé à l'échelle européenne. Pour donner une idée, déjà en 1678, un évêque du sud-est de l'Irlande signale que 31 des 32 prêtres de son diocèse avaient été formés à l'étranger. Et dans l'Irlande très croyante de ma jeunesse, on se souvenait encore avec émotion du soutien apporté aux séminaires irlandais en Europe, et particulièrement en France et en Espagne. Dès qu'on commence à regarder la question du côté français, pourtant, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Espagne, on constate que ces Iberois ont quand même plutôt mauvaise presse. Ils sont sales, dit-on, ils sont ignorants, ils sont bruyants, ils demandent l'aumône avec insistance, et surtout, c'est un grave défaut au siècle des Lumières, ils sont irrémédiablement attachés aux doctrines d'Aristote et à la disputatio médiévale, qui avait encore cours dans les collèges du quartier latin et dans la vieille Sorbonne. Voilà donc mon sujet. Non pas tous les exilés irlandais, même si j'ai voulu les évoquer au départ, mais ces Iberois, ce clergé, ces séminaristes irlandais en France. Il faut peut-être d'abord faire une petite remarque lexicale sur le mot Iberois. Strictement, le terme n'est pas réservé aux seuls ecclésiastiques.
À une certaine époque plus ancienne, notamment au XVIe siècle, Ibernois semble être à peu près interchangeable avec irlandais, comme par exemple aujourd'hui les adjectifs helvétiques et suisses. C'est probablement l'emploi du latin qui crée ou qui soutient la différenciation qui s'installe ultérieurement. L'Irlande se nomme Iberia en latin, les Irlandais sont les Iberni, et de là on passe facilement à Ibernois, qui d'abord concurrence irlandais ou irlandois, avant de prendre un sens plus spécialisé, s'appliquant presque exclusivement aux ecclésiastiques. En tout cas, au XVIIIe siècle, quand on parle du clergé, on parle des Ibernois, quand on parle de la brigade irlandaise des armées royales, on parle justement des Irlandais. Et il faut ajouter, mais j'ai déjà esquissé cette évolution, il faut dire qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, le terme est le plus souvent péjoratif. Si on a quelque chose de bien, on dit au sujet des Irlandais, on parle justement des Irlandais. Pour critiquer, c'est plutôt le mot Ibernois qui se manifeste. Dans les séminaires, écoles, collèges, nations regroupés autour de la vieille Sorbonne, le mot Ibernois devient finalement une sorte de sonnette d'alarme, annonçant une pensée pédante et obscurantiste, un aristotalisme outrancier qui tourne le dos volontiers à tout le savoir moderne. Alors, faisons un premier tour d'horizon concernant la mauvaise opinion qu'on avait de ces Irlandais. En 1696, Bernard Lamy, grand savant, père de l'oratoire, distingue entre la métaphysique, qui est pour lui une science essentielle, et ce qu'il appelle la métaphysique d'Ibernois. Je cite, la métaphysique d'Ibernois qui s'évapore en spéculation creuse. Donc déjà, le ton est donné. La méthode ibernoise est une méthode qui est complètement fermée sur elle-même et qui n'aboutit pas à des conclusions qu'on pourrait appliquer plus largement ou qui pourraient féconder une véritable réflexion. Deuxième exemple, dans un contexte très différent, le roman Gilles de Le Sage, qui date de 1725, je crois. Le héros éponyme de Le Sage veut évoquer ses études, et voilà ce qu'on dit. J'aimais tant la dispute que j'arrêtais les passants, connus ou inconnus, pour leur proposer des arguments. Je m'adressais quelquefois à des figures ibernoises qui ne demandaient pas mieux, et il fallait alors nous voir discuter. Nos yeux étaient pleins de fureur et nos bouches écumantes. On nous devait plutôt prendre pour des possédés que pour des philosophes. Et là, je crois que, c'est anecdotique, c'est dans un roman, mais là, le ton est donné. Les Ibernois, ils sont partout, ils adorent la dispute, et la dispute est menée selon des normes qui ne plaisent plus au siècle des Lumières. Et ces Ibernois semblent être assez réfractaires à toute tentative de les ouvrir à l'autre savoir plus moderne. En 1731, le poète janséniste Gréco prétend que les jésuites ont diffamé le saint archevêque de Tours, qui est plutôt favorable à sa tendance ecclésiastique, et les jésuites auraient dit de lui, il est, je ne sais pas si j'ai mis celui-là, non, il est encore, ce sont les mots qui sont mis dans la bouche des jésuites à propos de l'archevêque. Il est encore un certain vieux sournois, grand chicaneur, qui mieux qu'un Ibernois exprimerait en fine scolastique.
Plus tard, l'abbé Mornay écrit à propos de Noémie de Brienne, futur archevêque de Paris, qu'il étudie la théologie comme un Hibernois pour être évêque. Ils sont ambitieux aussi, ces Hibernois. Et plus tard encore, un autre versificateur décrit l'antithèse du véritable philosophe comme étant, je cite, un Hibernois, disciple d'Aristote, hérissé d'arguments et de distinctions. Bon, je crois que ces quelques exemples suffisent pour montrer à quel point l'Hibernois suscite méfiance et même mépris. Et cela dans des milieux intellectuels, il faut le souligner, quand même assez variés. Oratorien, dans le cas de Bernard Lamy, janséniste, dans le cas de Gréco, mondain, dans le cas de Mornay, par exemple. Provoquant la jalousie des uns et le dédain des autres, la place prise par les Irlandais à la Sorbonne et dans les collèges est attribuée à un esprit de controverse redoutable, à l'adhésion à un système de pensée archaïque et à une ambition dévorante. Là où les auteurs développent leur critique, ils accusent les Irlandais d'être fermés à toute la science nouvelle, et notamment à la mort de Descartes. Montesquieu s'exprimera sur la question dans les lettres persanes. Au quartier latin, dira Usbek dans une de ses lettres, on vit de raisonnement et de fausses conséquences. Et il ajoute, donc c'est une lettre d'Usbek, ce métier où l'on devrait mourir de faim ne laisse pas de rendre. On a vu une nation entière chassée de son pays, je vois une faute là, il manque à eux, chassée de son pays, traverser les mers pour s'établir en France, n'emportant avec elle, pour parler aux nécessités de la vie, qu'un redoutable talent pour la dispute. Il s'agit donc pour Usbek d'une nation entière, les marchands, que pourtant Montesquieu devait bien connaître à Bordeaux. Les militaires, ils ont tous disparu. Il ne reste que ces clercs encombrants. Et ceci, justement, coûte cher contre toute attente raisonnable. Leur métier ne laisse pas de rendre. Dernier exemple, un peu plus long, mais qui est célèbre au XVIIIe siècle. Quelques vers de Molière, mais qui sont connus surtout parce que Voltaire leur a donné une grande publicité en les insérant dans l'essai sur les mœurs. Ces vers expriment à la fois l'hostilité à l'égard de la Sorbonne, sentiment qui unissait les milieux éclairés, les jansénistes et même dans une certaine mesure les jésuites, parce qu'il n'y avait pas de loi qui enseignait, et la piètre opinion qu'on avait des clergés irlandais. Il s'agit de la description d'une soutenance de thèse. Un jeune bachelier, bientôt docteur en titre, doit, suivant une affiche, un tel jour, en tel lieu, répondre à tout venant sur l'essence de Dieu. Venez-y, venez voir, comme sur un théâtre, une dispute en règle, un choc opiniâtre, l'antimène serré, les dilemmes pressants, poignard à double lame et frappant en deux sens, et le grand syllogisme en forme régulière, et le sophisme vain de sa pousse de lumière, des moines échauffés, vrais fléaux des chercheurs, des docteurs, de pauvres Hibernois, complaisants disputeurs, oui, qui, fuyant leur pays, pour les saintes promesses, viennent vivre à Paris d'arguments et de messes, etc. Et il termine en disant que le public assiste volontiers à ce spectacle et qu'on n'y comprend strictement rien à ce qui se passe pendant la soutenance. Dans cette habile satire, on voit que les Hibernois sont intégrés à un système qui fonctionne en vase clos, sans véritable prise sur le monde. Ils sont dans le besoin, pauvres Hibernois, c'est toujours comme ça qu'on les désigne, ou très souvent en tout cas, c'est une expression, vraiment une expression figée
et récurrente. Ils aiment la dispute, ils vivent à Paris d'arguments et de messes, la liturgie étant ainsi rabaissée au niveau des exercices stériles de l'école. Mais Voltaire ne se contente pas de citer les autres. Il a une autre perspective. Son libéral sera peut-être aristotélicien, mais surtout, ce sera un fanatique, un bigot épouvantable. Ainsi, à propos des massacres de protestants en Angleterre, sous le règne de la reine Marie Stuart, il écrit « Un prêtre, hiver avec lui était anglais ». C'est pas totalement incroyable, hein? L'hostilité de l'époque était extrêmement violente. En second lieu, parce qu'il ne prenait jamais l'obélique et qu'il ne croyait pas au trou de Saint-Patrick. Bon, le trou de Saint-Patrice. Le trou de Saint-Patrice, là, il faut peut-être une note en bas de page. Cela renvoie à un lieu de pèlerinage médiéval en Irlande, encore fréquenté aujourd'hui, qui s'appelle de son vrai nom le Purgatoire de Saint-Patrick. Voltaire ne manque pas d'y faire référence chaque fois qu'il évoque l'Irlande, profitant évidemment d'une possible lecture anatomique de l'expression pour faire lire le lecteur. Son jugement global sur les Irlandais est d'ailleurs sans appel. Il écrit dans le siècle de Louis XIV, il y a des nations dont l'une semble être faite pour être soumise à l'autre. Les Anglais ont toujours eu sur les Irlandais la supériorité du génie, des richesses et des armes. Jamais l'Irlande n'a pu secouer le joug de l'Angleterre depuis qu'un simple seigneur anglais le subjuga. On apprend par l'édition de Kane, celle qui faisait autorité à la fin du XVIIIe siècle, et bien au-delà, que dans une première version de son texte, Voltaire a écrit que les Anglais avaient sur les Irlandais la supériorité que les Blancs ont sur les Nègres. En résumé, si les Iberois ne sont pas omniprésents dans la littérature de l'époque, et il ne faut pas que j'exagère, on est toujours tenté de donner une trop grande importance à l'objet de ces recherches, même s'ils ne sont pas omniprésents, il suffit de les chercher pour les trouver. Les références sont quand même nombreuses. Et ce qui frappe, sauf peut-être chez Voltaire, qui est extrêmement hostile, mais mieux informé, qui a quand même une perspective historique qui manque la plupart du temps, chez les autres, ce qui frappe, c'est le retour constant des mêmes associations d'idées. Les Iberois sont pauvres, et ce n'est peut-être pas de leur faute, mais ils sont caractérisés aussi par un détestable goût de la controverse, et ils restent enfermés dans la pensée scolastique dont le cartésianisme semblait quand même avoir sonné le glas. La Sorbonne est leur lieu de prédilection, ils y font leur nid, vivant ainsi du denier public français. On ne sait pas trop s'ils sont fidèles à la scolastique parce que la Sorbonne l'est, ou si la Sorbonne y est fidèle parce que les Iberois l'imposent. Mais en tout cas, il existe un lien étroit et malsain, d'après beaucoup de commentateurs en tout cas, entre les Iberois et cette maison. Alors, spécifiquement à Paris et à la Sorbonne, comment expliquer cette forte présence irlandaise? Les jeunes ecclésiastiques, une fois formés, devaient en principe retourner quand même remplir les fonctions de leur État en Irlande. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Certains le faisaient, d'autres restaient dans le pays où ils avaient reçu leur formation. C'est pas seulement le cas pour la France, d'ailleurs. Le retour n'était pas sans risque. Le dernier curé à être rendu en Irlande fut un certain Nicolas Chili, exécuté en 1766, bien plus tard que la guerre essentielle. Il avait fait ses études
au collège irlandais de Salamandre et il était rentré au pays. La tête du prêtre resta exposée sur une pique devant la prison pendant 10 ans. Donc faire une carrière en Sorbonne était quand même nettement moins risqué, en tout cas jusqu'à la Révolution. Et beaucoup de jeunes ecclésiastiques irlandais ont dû faire la réflexion. D'autre part, la présence des Irlandais était en quelque sorte institutionnalisée. Ils avaient un collège, c'était le collège des Lombards jusqu'en 1768, puis le collège des Irlandais que je montrais tout à l'heure. Et ils trouvaient facilement leur place dans une structure universitaire qui longtemps a été organisée par nation, étant rattachée dans leur cas à la nation allemande, qu'ils ont fini par s'approprier. Deux corps existaient d'ailleurs au sein du collège des Lombards, celui des jeunes séminaristes d'une part, et celui des clercs attitrés d'autre part. Ceux-ci devaient trouver un emploi à la Sorbonne ou dans d'autres collèges, parce que le collège des Lombards était sans exercice et n'assurait donc pas d'enseignement. On peut penser que si ces Iberois regardaient sans doute encore un peu vers l'Irlande, ils étaient occupés au quotidien par le cours, par les réunions, par la direction des thèses, par les rivalités entre collègues. Et contrairement aux militaires et aux marchands, ils n'avaient pas la possibilité de s'intégrer, de mieux s'intégrer à la société française, de se fondre dans la masse à travers les alliances matrimoniales. Il faudra attendre la toute fin du XVIIIe siècle pour que les mesures prises contre les catholiques en Irlande soient abrogées, avec la création en 1795 d'un séminaire national catholique reconnu par les autorités britanniques. En 1829, l'égalité des droits est accordée aux catholiques du Royaume-Uni, entité qui depuis 1801 inclut l'Irlande. Les séminaires irlandais de France et d'Espagne continuent de former des prêtres au XIXe siècle et même au début du XXe. Mais l'époque héroïque est terminée et les jeunes prêtres n'ont plus aucune raison de ne pas retourner en Irlande. On ne parle plus d'Iberois à Paris et Aristote et ses disciples ne règnent plus en maître à la Sorbonne. Voilà donc pour l'historique de la chose. Il faudrait cependant essayer aussi de comprendre ce curieux mariage entre les Iberois et l'aristotélisme, s'il a réellement existé, car c'est un reproche récurrent, presque universel, contre les Irlandais savants de France. Je suis tenté par une hypothèse qui n'est pas digne d'être appelée sociologique, mais qui est un peu de sens commun. Il est probable que ces jeunes Irlandais qui arrivent en France, pauvres et peu instruits pour la quasi-totalité d'entre eux, il est probable qu'ils se retrouvent dans un milieu ecclésiastique fermé, sans beaucoup de contact en dehors du séminaire et des cours. Ils ne vivent pas dans un milieu purement irlandais, c'est vrai, les cours étant dispensés ailleurs, au collège de Navarre, au collège des Bassins, voire à la Sorbonne même. Mais évidemment, cela ne les sort pas du milieu ecclésiastique. Et si la vieille Sorbonne était sans doute un petit peu plus ouverte aux idées nouvelles que ne le prétendaient ses adversaires, le fait demeure qu'aucune véritable réforme de fond de son enseignement n'ait eu lieu avant que la Révolution ne l'emportât avec tant d'autres institutions de l'Ancien Régime. Le sort des tentatives d'innovation est d'ailleurs instructif, comme par exemple dans le cas de la célèbre thèse, célèbre parmi
ceux qui se consacrent au XVIIIe siècle, la thèse de l'abbé de Prades, validée par un jury présidé par un professeur iberois de théologie, Luc Houck. Quand des formules hétérodoxes liées à la philosophie de Locke, d'une part, et semblent critiquer la doctrine des miracles de l'autre, sont détectées après coup dans cette thèse de 1751, tout le monde fait immédiatement marche arrière pour sauver sa peau, je pense qu'on peut le dire, et Prades s'exile en Allemagne où il sera protégé par Frédéric de Prusse. Et si je ne me trompe pas, il ne mettra plus jamais les pieds en France. Guitreau est cinglant dans l'article scolastique de l'encyclopédie. Cette méthode détestable d'enseigner et d'étudier infecta toutes les sciences et toutes les contrées, dit-il. Qui croirait qu'aujourd'hui même on n'en est pas encore bien guéri? On peut donc voir les Iberois comme un groupe fermé qui se laisse définir par l'établissement qui les accueille et chez qui certaines convictions et méthodes sont transmises sans variation et sans beaucoup de renouvellement. On peut aussi, évidemment, renverser la perspective pour se demander si une certaine image des Irlandais, constituée très tôt, n'est pas en cause aussi. Et si on voulait développer cet argument, on pourrait regarder, par exemple, du côté de Boileau, auteur de l'Amérique burlesque sur la Sorbonne de 1675, qui est connu de tout le monde dans les milieux cultivés au XVIIe et au XVIIIe siècle. L'université avait demandé au Parlement de Paris, c'est du moins l'affirmation de Boileau, d'interdire tout enseignement qui ne soit pas fondé sur Aristote. Boileau tourne en ridicule cette requête en l'appliquant surtout à la faculté de médecine en disant qu'il faudra rendre malades ceux qui sont déjà guéris pour qu'on puisse les traiter d'après les prescriptions du philosophe ancien. Et déjà, les Irlandais, à cette date, ont droit à un petit coup de patte. On enjoint, je cite, aux répétiteurs iberois et autres suppôts de courir sus aux contrevenants, à peine d'être privés du droit de discuter sur les prolégomènes de la logique. Évidemment, ne plus avoir le droit de discuter sur les prolégomènes de la logique, ça est une punition affreuse pour ces hommes. On soupçonnerait quand même facilement, même au XVIIe, peut-être surtout au XVIIe, que malgré des contacts quand même assez importants entre certains Irlandais et Port-Royal, que les Iberois avaient une fâcheuse réputation de conformisme qui serait un petit peu intéressé par moment. En 1651, déjà, donc avant même l'arrêt burlesque de Boileau, en cette année, il a éclaté une querelle au sein de l'université qu'on appelle l'affaire des Iberois, où 26 jeunes Irlandais prenaient publiquement position contre les jansénistes. Beaucoup y voyaient une intervention calculée, destinée à garantir les faveurs des autorités aux pauvres Iberois qui étaient déjà nombreux à cette époque et très mal logés. Les multiples facettes de l'image négative des Iberois sont déjà visibles. Ils sont intéressés, ils sont argumentatifs, ils sont intraitables partisans d'un aristotélisme équipé, et on pourrait ajouter, ils sont indifférents à la richesse de la pensée augustinienne. Alors, on peut citer deux cas exemplaires. J'ai déjà parlé au passage de Houck, qui a présidé le jury de thèse de l'année de Prades, mais avant lui, une grande figure d'origine irlandaise, née en Irlande, a laissé sa trace à la Sorbonne, même s'il est totalement oublié aujourd'hui. C'est un certain Michael Moore,
le même nom que le documentariste américain, qui doit être d'origine irlandaise aussi d'ailleurs, qui a réussi l'exploit d'être recteur à la fois de Trinity College à Dublin, qui en principe était un établissement protestant, et recteur de la Sorbonne. À Dublin, il a été nommé par Jacques II, et ça a duré le temps qu'a duré le règne de Jacques II en Irlande, c'est-à-dire pas très longtemps. Il est ensuite, il part à la Sorbonne, il devient beaucoup plus tard recteur de la Sorbonne en 1701 et il sera principal du Collège de Navarre et professeur au Collège de France. C'est donc quelqu'un qui a bien réussi sa carrière. Mais non seulement on sait de lui qu'il a été le premier à faire marche arrière quand le cas de l'abbé de Prague est devenu un peu encombrant, mais on sait aussi que jusqu'à la fin de sa vie, tout en prônant des réformes dans l'organisation des études, More demeure un ardent défenseur de l'aristotélisme contre les cartésiens. Et cela bien après la période brève où il a été recteur de la Sorbonne. Donc, il a le profil, n'est-ce pas? Il fait une carrière bancale, mais sur les points essentiels, il se montre assez fidèle à toutes les caractéristiques qu'on énumère quand on parle des hyperboles. Plus tard, sa carrière est là de l'autre côté, Luke Joseph Hooke. Luke Hooke, c'est passablement difficile à dire, mais il a réussi sa carrière française quand même, n'est-ce pas? Né à Dublin aussi. Donc en 1951, il préside le jury de thèse de l'année de Prague, avec les sites qu'on connaît. En 1762, il préside un comité de la faculté de théologie qui trouve dans les livres de Jean-Jacques Rousseau 57 propositions à condamner. C'est quand même pas mal, 57. Hein. Et puis, quelques années plus tard, je crois que c'est parce qu'il devient quand même une présence un peu encombrante, il est nommé bibliothécaire de la Nazarine, où il passe heureusement un certain nombre d'années avant de se heurter à la Révolution et d'être démis de ses fonctions quand il refuse la constitution civile du clergé. Mais ce sont peut-être les carrières les plus brillantes parmi les Iberois du XVIIIe siècle à Paris, mais on voit dans les deux cas les limites de l'exploration intellectuelle chez les deux hommes. On a l'impression que le poids de l'institution pèse très lourd sur leurs épaules, et peut-être que le confort d'un poste agréable à la Sorbonne pèse plus lourd que la recherche de la vérité. Que dire alors à la décharge de ces hommes et de leurs confrères? Sinon que la modernité, que ce soit celle républicaine de Cromwell ou celle d'une monarchie réformée, monarchie anglaise réformée par la glorieuse Révolution, n'avait apporté que malheur et misère au peuple dont ils étaient issus. Les Irlandais catholiques resteront fidèles aux jacobites bien plus longtemps que le roi de France, plus longtemps que le pape d'ailleurs aussi. C'est seulement quand les idées républicaines, issues des deux grands bouleversements de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en Amérique du Nord et surtout en France, parce que c'est grâce à la Révolution française que la pensée nationaliste irlandaise arrive enfin à se renouveler et à cesser de regarder en arrière vers un rêve jacobite qui en réalité ne correspond plus à rien depuis très longtemps. Donc c'est seulement à ce moment-là, au moment de la Révolution, que quand les idées nouvelles pénètrent en Europe, que le pays pourra tourner la page du jacobitisme. Quant à l'aristotélisme, quand même, il résiste bien. L'œuvre de James
Joyce en est saturé au XXe siècle. La pensée scolastique ayant été transmise dans son cas par ses professeurs jésuites. On le voit bien, notamment dans le portrait de l'artiste en jeune homme. Et celui que Diderot et d'autres croient irlandais, à tort, le docteur subtil Jean Damasco, qui est souvent évoqué quand on dit du mal des Iberois à la Sorbonne. Même le docteur subtil aura une sorte de renouvellement d'estime au XXe siècle. Heidegger y consacre sa thèse principale, et j'ai cru comprendre dans quelques lectures un peu rapides que certains de ces concepts sont à nouveau actuels dans le discours philosophique. Alors, quel bilan faire après ce tour d'horizon un peu morcelé? Je prendrai, pour essayer de conclure, un article de Guy Chaussinan-Nogaret sur la diaspora jacobite en général. Et l'historien évoque ce qu'il appelle l'étonnant pouvoir de séduction et la capacité de réussite de cette petite élite. Certes, dans son propos, il ne s'agit pas des Irlandais, mais ils sont quand même majoritaires, très majoritaires même, à côté des Anglais et des Écossais qui accompagnent Jacques II dans son exil doré à Saint-Germain-en-Laye. Contre toute attente, pour moi en tout cas, l'historien rapproche les Jacobites d'autres minorités dont les réseaux jouent un grand rôle dans le développement économique de l'Europe. Les Huguenots d'abord, évidemment, mais l'auteur évoque aussi les marins portugais et les protestants italiens de Lucques et de Sienne. Si la France n'ouvre pas les charges les plus exaltées aux étrangers, les Jacobites s'imposent dans l'administration en Espagne et aux Pays-Bas, alors qu'en France, le rapport commercial sera malgré tout significatif, non seulement dans les ports, mais aussi dans la compagnie des Indes. Il est difficile de ne pas conclure que les ecclésiastiques iberois ont fait un mauvais choix. Installés provisoirement ou non dans un des plus puissants royaumes d'Europe, ils se sont investis dans une institution, elle aussi riche et puissante, mais qui n'avait pas pu suivre le mouvement des idées, c'est le moins qu'on puisse dire. Largement fermé aux formes récentes de la pensée augustinienne, le regard rivé sur la scolastique, ayant tendance à voir toute la philosophie antérieure et postérieure comme une série d'objections à réfuter, pour mieux faire ressortir une vérité établie une fois pour toutes par Thomas d'Aquin, qui, rappelons-le, lui-même avait enseigné à l'Université de Paris, et qui, en parlant d'Aristote, Thomas d'Aquin appelait simplement le philosophe. C'est une belle continuité, pourrait-on dire, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, mais qui allait connaître quand même une rupture terrible et sans doute salutaire. Avait-il d'autres choix, ces clercs irlandais? Errer sur les chemins en Irlande, prêcher l'évangile en attendant l'arrestation, peut-être la mort? C'est un choix forcément minoritaire. Se montrer plus ouvert à la pensée des Port-Royal, accepter une vie moins stable que celle du professeur de l'université, certains l'ont fait, mais il reste minoritaire aussi. La succession de Jacques II, l'arrivée sur le trône de leur pays, d'un roi catholique, avait fait miroiter devant les yeux de l'élite catholique irlandaise la perspective d'un avenir stable, d'une prospérité jamais connue. Le roi en exil de Jacques II est d'abord pour eux une solution provisoire. Je crois que Guillaume ne va pas tenir. Mais quand cette illusion n'est plus crédible, une autre monarchie, plus puissante, plus stable, celle de la France, prend la relève. Les ecclésiastiques s'insèrent dans les institutions du royaume de France au même titre
que les marchands et les militaires. Hélas, si les armées françaises sont parmi les plus puissantes d'Europe, si le commerce français est florissant, l'université, et c'est le cas dans d'autres pays à la même époque, est dans un état de léthargie intellectuelle que ne cache guère ses multiples activités. Et c'est ainsi qu'au moment du séisme de la Révolution, les régiments irlandais vont bien sûr sombrer avec tout le reste, mais leur souvenir demeurera au moins en Irlande. Les marchands vont sombrer ou survivre selon les cas. Les marchands de vin ont bien s'être plutôt bien tirés de l'affaire. Seuls les hommes d'Église ne laisseront guère de traces, si ce n'est celle d'avoir été copieusement moqués pendant 2 siècles par les plus grands écrivains français. Je vous remercie.